Dans cet épisode avec moi, il est le produit d'une gale alternée qui fonctionne entre la Côte d'Ivoire et la France. Son talent frappe les Baoulés jusqu'aux Bretons, les Bétés jusqu'aux Normands et les Djoula jusqu'aux Parisiens. Si certains sont réticents vis-à-vis du métissage, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la chance de goûter à ces fusions aussi géniales qu'improbables. Il est ce qu'on pourrait appeler un artiste de la cuisine. Pour lui, cette dernière s'habille avant tout d'impertinence. Il mélange, tente, se plante, recommence, transcende, ose. Bref, il crée. Loïc Dablé est mon invité. Comment ça va, Loïc ? Franchement, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est pensé, c'est beau. Vraiment, bravo, félicitations. Bah merci, c'est bon, l'émission est finie, merci. Voilà, merci. Merci à tous, merci beaucoup, en tout cas ça me fait plaisir. Mais ça te représente aussi, on va en revenir un peu plus tard, mais vraiment ce métissage culinaire aussi, ce que tu arrives à faire avec ta cuisine. J'ai pu voir 2-3 réalisations, j'ai pas eu la chance encore de goûter, bientôt. Mais en tout cas ça te ressemble et on en reparlera un peu plus tard. Je commence toujours mes interviews avec une fiche d'identité. Quelque chose qu'on remplit ensemble, où je te demande quelques informations pour que ceux qui ne te connaissent pas apprennent à te connaître. Est-ce que c'est bon pour toi ? Je suis parfait. Top pour la fiche d'identité. Alors toi, tu es la fiche d'identité numéro 141 069 19, nom, prénom ou pseudo ? Alors, je me suis toujours appelé Loïc Dablé. Mais en vrai, je pense que c'est la première fois que je vais le dire, mon nom, c'est Dablé, mon prénom, c'est Dablé, et mon deuxième prénom, c'est Loïc. Tu t'appelles Dablé Dablé ? Ouais, Dablé au carré, en fait, en vrai. Ok. Donc, Dablé, Dablé. Et il y a une signification particulière à ça ? Est-ce que c'est comment ? Alors, il y a deux significations. La première signification, c'est celle qui est un peu, tu vois, africaine. Un peu, on dit que le fils de Dablé, chez nous, s'appelle Dablé. Donc, il prend le nom qui devient un prénom. Et la vraie signification, c'est que mon père, en fait, est arrivé quelques jours après que ma mère ait mis son nom sur mon extrait de naissance, donc il a rayé Dablé et il s'est trompé, il a mis Dablé. Ok. Tu vois. Ok, bon, c'est super marrant comme anecdote pour commencer. Date de naissance ? 17-10-84. Lieu de naissance ? Clichy. Profession ? Chef de cuisine, enfin chef cuisinier et producteur maintenant. Passion, hobby ? Passion, la vie. Et hobby, mes enfants. Cuisinier préféré ? Cuisinier préféré. Cuisinière préférée. J'en ai 2, ma mère et ma femme. Ok. Citation préférée, s'il y en a une ? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ok, super lourd. Lieu de résidence ? Entre SDF, entre Paris et Abidjan. Réseaux sociaux ? Réseaux sociaux. J'aime beaucoup LinkedIn. Ok, t'es présent sur LinkedIn et on te retrouve sous le nom de Loïc Dablé sur LinkedIn. Ouais. Tu le disais, t'es né à Clichy. Ouais. Comment elle se passe l'enfance de Loïc Dablé ? Donc je suis né à Clichy, grandi à Paris dans le 18e, dans le 17e, entre les Lilas, Triel-sur-Seine et après une grosse partie à l'île Saint-Denis dans le 93. Et mon enfance, elle est partagée entre des parents divorcés, etc. Et une enfance assez classique pour un enfant d'immigré, tu vois, dont les parents sont arrivés dans les années 80. Ils sont venus pour se chercher. Donc, si tu veux, l'enfance est ponctuée par les différents événements que eux-mêmes pouvaient traverser dans leur vie, tu vois, les différentes choses qu'ils pouvaient vivre au quotidien, tu vois. Il faut imaginer que j'en parlais hier avec ma mère, elle est née à Pantrequin, c'est le village d'un village, tu vois. Okay. Et donc, elle grandit dans cet environnement-là et en fait, elle quitte ce campement-là jusqu'à élever des enfants qui grandissent en fait en France et deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai grandi en même temps que mes parents, quoi. J'ai découvert la vie en même temps qu'eux, d'une certaine manière. Ouais. Et quand on est petit, est-ce qu'on se rend compte de tout ça, des sacrifices qu'ils ont pu faire les parents pour en arriver là où ils en sont ? En fait, on se rend pas du tout compte. On les vit, les choses, tu vois. Moi, je prends l'exemple de ma mère, tu vois, qui était femme de ménage et elle me raconte que quand elle a fait ses premiers ménages, elle avait jamais vu d'aspirateur, tu vois. Elle savait pas ce que c'était. Et donc, la dame lui dit, voilà, madame Fatou, vous allez devoir passer l'aspirateur. Donc, elle voit l'aspirateur, elle sait pas comment ça servir, donc elle prend le balai et elle balaye, tu vois, parce qu'elle sait pas aspirer. Et donc, un samedi matin, la dame vient et lui dit, et commence à passer l'aspirateur. Et c'est là que ma mère capte comment ça fonctionne, tu vois. Et donc, elle achète un aspirateur chez nous.
Donc, tu vois, on découvre quasiment l'aspirentaire en même temps, elle et Vous moi. grandissez en même temps. Donc, on grandit et on découvre les choses de cette nouvelle vie ensemble, quoi. Depuis le début, là, tu parles beaucoup de ta maman. Quelle est ta relation avec elle? Comment ça se passe? Centrale, la personne la plus importante. C'est vraiment quelqu'un qui s'est, au-delà du sacrifice, c'est quelqu'un qui a mis, en fait, toutes ses espérances, tout ce qu'elle pouvait vouloir, tout ce qu'elle pouvait potentiellement être. Elle a mis tout ça de côté pour nous élever, pour faire en sorte qu'on soit des personnes respectables, respectées, faire en sorte qu'on puisse avoir de quoi vivre et qu'on puisse avoir une vision pour nous-mêmes. Tu vois, ça a été ça le plus important, quoi. C'est qu'elle nous a fait comprendre que cette vie n'est pas ce qu'on croit simplement. Il y a des choses qui sont fondamentales et qu'il faut mettre en place dans sa vie pour devenir quelqu'un de bien. Le respect de soi-même, le respect des autres, le bon comportement. Et, et par exemple, juste dire bonjour à tout le monde, ça peut paraître tout bête, mais c'est un truc qui est extrêmement important chez nous dans notre famille. Donc c'est quelqu'un qui a planté les jalons de qui on est. T'as des frères et sœurs? J'ai, du côté de ma mère, j'ai un frère et une sœur. Et du côté de mon père, parce que mon père a été un de ces hommes africains fertiles. Donc il a eu moult et moult expériences et vie et enfants. Et comment ça se passe avec tes frères et sœurs? Est-ce que ça se passe bien? Pour ceux en tout cas que tu côtoies, est-ce que ça se passe bien? Il y a une bonne relation? Ouais, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Franchement, grâce à Dieu, ça va. On s'entend bien et on est une famille heureuse et soudée. Ouais. C'est quoi la caractéristique, s'il y en a une seule que tu devais retenir de tes parents, ce serait laquelle? Si tu devais nous en dire qu'une seule. Il y en a qui m'ont parlé de travail, d'humilité. La résilience. Résilience. Ouais, c'est la résilience. C'est vraiment des gens qui, en fait, tu sais, moi on a beaucoup entendu parler, pardon, des gilets jaunes. Tu vois, nos parents sont nés gilets jaunes. Donc en fait, ce que les gens découvraient, nos parents en fait et ont toujours été dans ça et ont dû faire avec parce que ils connaissaient pas ce système-là. Il fallait déjà être dedans, tu vois. Tu arrives et t'es déjà dans le truc. Donc la résilience, parce qu'en fait, à chaque fois que tu tombes, tu ne peux pas en fait te permettre de pleurer. Tu dois avancer et comprendre et essayer de pas refaire les mêmes erreurs quand tu les fais. Donc c'est vraiment la résilience qui définit vraiment le. Mais j'ai l'impression qu'au moment des Gilets jaunes, t'en parlais, c'est intéressant. Les Français ont découvert beaucoup de choses que vivaient les autres, que ce soit les violences policières, que ce soit les fins de mots difficiles. C'est pour ça que nous, on s'est pas mélangé. Ouais. Ben, on peut pas, en fait. Parce que nous, on vit déjà le truc. On est Gilets jaunes depuis. Moi, je suis né Gilet jaune. Je suis né avec mon gilet. Tu vois, donc en fait, on vit des choses qui sont déjà compliquées dès la naissance. Tu vois, on comprend ces choses-là. Donc, quand eux se sont rebellés, quand je dis eux, je mets pas une différence parce que je suis français, je suis fier d'être français, mais on n'a pas les mêmes vécus, on n'est pas les mêmes. Et donc forcément, quand vous comprenez qu'au final la vie est chère, nous la vie a toujours été chère pour nous. Tu vois, à l'époque il y avait ED, il y avait le marché, il y avait des débrouilles. Et donc nous on a grandi avec des colas, nos colas avec nos biscuits archi secs, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. Donc nous ça n'a pas fait de différence pour nous. On a toujours été dedans. Comment ça se passe à l'école pour Loïc? L'école pour moi. En élémentaire déjà, c'est. L'école, j'étais un élève extrêmement sensible, tu vois, je pleurais beaucoup. Donc pour moi c'était une souffrance l'école, j'aimais pas qu'on me touche. Je supportais pas le contact physique. Et après, moi, je ne comprenais pas le système scolaire. Je ne comprenais pas en fait le truc, quoi. Tu vois, pour moi c'était une incompréhension totale. Pourquoi est-ce qu'on m'oblige en fait à prendre des cours d'histoire, d'une histoire qui ne. Avec le temps, j'ai compris que cette histoire-là n'était pas forcément, en tout cas, était une partie de la mienne, mais n'était pas que ça, tu vois. Comme pour les mathématiques, je comprenais pas le concept, tu vois. Je comprenais pas les sciences, pareil, la SVT, pour moi, c'était lunaire, tu vois, tout ça. Donc l'école, j'avais beaucoup de mal parce que je comprenais pas la logique et j'aurais aimé qu'on m'explique le pourquoi du comment, tu vois. Donc j'ai toujours eu d'énormes capacités, mais c'est juste qu'en fait, elles n'étaient pas stimulées parce que bah, c'était, tu vois, je comprenais pas je comprenais pas. Et ça, c'est des choses, t'arrives à en parler avec tes parents quand tu rentres à la maison, t'arrives, ou avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, t'arrives à expliquer que... À l'époque, on communique pas, tu vois. Chez nous, on vit les choses, tu vois. On les vit, on les comprend et puis on avance. Donc non, on n'en parlait pas du tout. Et c'est avec le temps que j'ai compris. Parce que ma scolarité a été pas un échec, mais presque, tu vois. J'avais pas vraiment de bonnes notes parce que les choses n'étaient pas expliquées, parce que les choses n'étaient pas dites, tu vois. Et quand tu es en ZEP dans le 93, ben, le prof, lui, il a son programme. Et il doit avancer sur son programme, que vous écoutiez ou pas, parce que vous êtes 30, il ne peut pas en fait accorder d'attention particulière à un élève quand bien même il a un potentiel. Il n'a pas le temps, tu vois. Parce que tu as l'autre qui jette une chaise par la fenêtre,
T'as l'autre qui lui balance un trait d'encre au stylo plume dans le dos, tu vois. On lui jette une feuille de papier quand il est retourné. On peut pas, tu vois. Donc, comme on n'a pas le temps de t'apprendre les choses, du coup, tu passes à côté et c'est dommage. Et est-ce qu'il y a un fautif ou pas? Est-ce que quand toi, tu ressors de ça, tu trouves qu'il y a un fautif? C'est l'éducation nationale? Est-ce que c'est les élèves? Est-ce que c'est le fait de nous avoir de nous avoir parqués d'une certaine manière tous ensemble aux mêmes endroits? Parce qu'on le rappelle, la banlieue, c'est hors de la cité, c'est les gens qu'on met à côté, qu'on veut pas mélanger, entre guillemets, aux autres, à la population dite chic et normale. Est-ce que toi, tu retrouves un coupable à tout ça ou pas du tout? Je pense qu'il n'y a pas de... Moi, je suis pas dans le discours victimaire. Je pense qu'il n'y a pas de coupable. Je pense que les choses ont été faites au début avec une bonne volonté, je pense. Et ensuite, il n'y a pas eu de vision, je pense. Je pense qu'entre la volonté et la vision, il y a un gap. Et je pense que, tu vois, la banlieue, ça a été une mauvaise stratégie. Tu vois, ça a été une mauvaise stratégie pour moi. Parce que parquer des gens qui vivent des situations compliquées au même endroit, ce qu'il en ressort, c'est forcément pas du très très bon. C'est ajouter de la misère à la misère. C'est exactement ça. Donc la stratégie n'a pas été bonne. Il aurait fallu éventuellement réfléchir à une vraie mixité sociale équilibrée qui aurait permis de véritables échanges et un vrai épanouissement des uns et des autres, je pense. Tu vois. Mais on a raté le truc. Donc moi, je suis pas pour le... Je pense qu'il n'y a pas de fautif. Ça a été fait, ça a été juste... c'est une galère collective. On est tous ensemble, on est tous un peu fautifs. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que nous-mêmes, en fait, on n'est pas obligé de brûler la voiture de nos voisins, quoi, tu vois. T'es pas obligé de vendre du Toshi en bas de chez toi, tu vois. Après, t'as le choix. Et quand tu décides après de poser des actes là où tu vis, tu es aussi responsable. Donc, les torts sont partagés. Et justement, Loïc, en dehors de l'école, qu'est-ce qu'il fait quand il sort de l'école? C'est quoi ses activités? C'est quoi ses hobbies? À cet âge-là, en tout cas, au moment de l'enfance, adolescence, est-ce que tu as des passions? Ouais. Est-ce que tu dois devenir quelque chose, quelqu'un? Enfance, adolescence, moi, je commence par le roller. Ensuite, la danse à la MJC de Saint-Denis avec Nabil. Ensuite, pas longtemps le rap, mais ça n'a pas donné. Le projet a été vite avorté. Et puis, et la vidéo, tu vois, vers chez moi, il y avait un grand qui s'appelait Lamino Mike, qui était un rappeur, et qui avait un studio. Et puis, j'ai commencé à tourner ses clips avec la caméra de ma mère, tu vois. Et c'était un truc qui me passionnait. Mais c'est juste qu'à l'époque, je n'avais pas de vision, je savais même pas que c'était un métier. Et donc, j'ai arrêté pour rentrer en formation de cuisine, quoi. Ok. Ouais. Enfance douce qui laisse place à une adolescence agitée, une connerie, puis deux, puis trois. Et ce moment où il faut prendre une décision, ça c'est ce que j'ai dit dans l'une de tes interviews, devant un juge, la prison ou la formation. Et toi, tu décides la formation, tu le disais. Oui. La cuisine, c'est mieux la formation que la prison. Il fallait la formation. Ouais, moi, je connaissais pas l'environnement de la banlieue, tu vois. Okay. Et quand je suis arrivé, en fait, je connaissais pas les codes. Donc, comme je connaissais pas au début, j'ai été une victime, tu vois, une grosse victime. Et comme j'étais une grosse victime, il fallait que je me prenne en main parce que j'avais pas de grand frère, j'avais pas de cousin. Du coup, il fallait que je fasse comme les autres, tu vois, voire même plus, mais sans forcément maîtriser les codes, tu vois, de ce que représente le quartier, la banlieue, etc. Donc, j'avais un outil et je m'en suis servi et j'ai fait beaucoup de bêtises. Et donc, quand j'ai été rattrapé par la justice, ma chance, ça a été que j'avais une bonne tête. Tu vois, et je pense une bonne énergie et une lumière qui a fait que la dame m'a dit normalement, c'est 2 ans de prison et 5 ans de sursis, mais je vous laisse une chance. Soit vous faites une formation, soit vous partez. Et j'ai fait ma formation. Et c'est à partir de là qu'il y a eu un shift. Et pourquoi la cuisine? J'ai lu, depuis ton jeune homme, t'aimes ça. Comment t'arrives à aimer la cuisine? Est-ce que c'est au pas de ta maman qui cuisinait? Comment elle arrive cette passion, en tout cas, pour la cuisine? La cuisine, ça commence au moment où, tous les mercredis, je dois garder mon frère et ma sœur. Mon petit frère, ma petite sœur. Et je dois leur cuisiner des steaks hachés, des frites congelées, tu vois, des trucs, des pizzas, machin, tu vois, tu sais, il y avait des boîtes de pizzas chez ED. Il y en a 5 dedans. 5, 6 là, tu vois, les pizzas sèches. Et donc, les pizzas, je faisais un peu décongelées, j'enlevais la sauce tomate, je faisais une petite sauce, je remettais dessus, je mettais des ingrédients, tu vois. Sure. Les frites congelées, je les coupais, je les mettais dans une poêle avec un peu de beurre, je les faisais sauter, mais tout ça à l'instinct, quoi. Parce qu'en fait, j'avais juste envie d'agrémenter un peu ce qu'on mangeait pour changer, tu vois.
Et c'est quand ça a commencé comme ça. Et puis je sentais que quand je cuisinais, j'étais dans ma bulle. Tu vois, il y avait plus de quartier, il y avait pas d'appréhension ou en fait cette espèce de sentiment de se sentir un peu à part dans cette société. Tu vois, j'étais vraiment dans une bulle et je pouvais m'exprimer et faire quelque chose de très concret. Tu vois, la cuisine, c'est en termes de satisfaction, c'est immédiat. Tu fais, tu donnes, c'est manger. Tu vois, et ça c'est un truc qui me permettait de me sentir vraiment vivant et utile, quoi. À travers la cuisine, t'en apprends sur toi-même. Totalement, parce que quand j'arrive à un moment de ma vie, après ces histoires avec la justice, je comprends que j'ai besoin d'un cadre. J'ai besoin d'un cadre. Et j'hésite entre la cuisine et l'armée. Tu vois? La cuisine, l'armée et la vidéo. Donc l'armée, j'ai pas pu, mais j'ai rempli quand même le dossier, tu vois. Et puis, quand je rentre en cuisine, en fait, je suis frappé par l'ordre qu'il faut. La rigueur, tu vois. Le oui chef, c'est un truc enfin, ça m'a touché, quoi. Tu vois, t'as des gens qui sont là, qui sont précis, qui sont à la fois disciplinés et qui sont dans l'émotion quand même. Parce que quand tu fais une sauce grand veneur, quand tu fais un coq au vin, une sauce au vin rouge, tu vois, quand tu fais une sauce mori, bah du coup, il y a la recette et il y a ce que tu donnes aussi en tant que toi, en tant qu'humain, quelles sont tes émotions. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tu sublimes en fait un produit, une sauce, quoi. Et c'est ça qui m'a rendu dingue. Au bout de 3 mois, tu te fais renvoyer de ta première école de cuisine. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te renvoie? En quelques mots. Non, en quelques mots, je me suis battu. Et du coup, c'est la fin. Ouais, je me suis battu. Et après, je suis revenu en fait à l'école avec quelque chose et c'était vraiment n'importe quoi. C'était débile, quoi. Parce qu'à un moment, t'es perdu, tu vois. Donc, j'ai été viré. Mais c'est quand j'ai été viré que j'ai fait toutes mes petites bêtises. Est-ce qu'on le vit comme un échec quand on est viré? Est-ce que ça constitue le premier échec de ta vie, entre guillemets? À ce moment-là, tu ne comprends même pas que c'est un échec. Je pense que c'est Ouais, quand t'es tu dans prends de ton l'âge. monde et... Ouais, parce que t'avances, tu vois, t'avances et au final, tu dis, bon, ben, j'ai plus de temps pour traîner avec mes potes. Donc, c'est cool, tu vois. C'est juste que tu sens que ta mère est un peu déçue. Mais même la déception de ta mère, tu la vois pas forcément. Tu n'en es même pas vraiment conscient, tu vois. Donc, t'avances et puis, et c'est après, quand tu commences à prendre un petit peu de recul sur la vie, etc., que tu te dis, putain, en fait, là, quand même, j'ai raté quelque chose. C'est dommage. Mais ça fait pas partie d'un. Tu le prends pas comme un échec, tu le mets en fait dans la case de l'expérience, tu vois. C'est un apprentissage. Ouais, t'as appris quelque chose. Toi, t'as la chance d'avoir une seconde chance. Ouais. C'est à l'école de Paris des métiers de la table. Un début d'apprentissage à l'auberge Bressane. Qu'est-ce que t'apprends là-bas? Comment ça se passe? Comment t'arrives là-bas? J'arrive un lundi matin, 9h, je rentre dans une espèce de lieu qui est tout en boiserie, une vieille, un vieil endroit qui est bloqué dans les années 80. Et j'arrive et je rentre en cuisine. Et quand je rentre dans la cuisine, je vois un second qui s'appelle Mohamed, le chef de parti qui s'appelle Samba Kamara, il y a Madi Diakabi, il y a Salif et il y a Mamadou. Et c'est eux, en fait, qui tiennent le restaurant, l'auberge Bressane, qui fait de la vieille cuisine Bressane. Et là, je comprends que... Et ensuite, je vois le chef qui est assis au fond, qui s'appelle Tanguy Le Gall, qui est un vrai breton. Et là, je me dis, merde, en fait. Tu vois, c'est eux qui font. Et c'est eux qui font ça. Et derrière, les gens ne le savent même pas. Et ils m'apprennent la cuisine et ils m'apprennent des valeurs humaines. Quoi comme valeur, par exemple? Le travail, la discipline. Parce que ce sont des gens qui travaillent pour leur famille, en France et au pays, et qui sont extrêmement disciplinés, qui prennent le travail comme une religion. Et ils te donnent ça, en fait, avec le cœur, parce qu'il n'y a aucun autre intérêt. Tu vois, ils te donnent quelque chose d'extrêmement profond. Parce que leur travail, c'est ce qui leur permet de donner à manger, de vêtir leurs enfants, de payer leur loyer, d'investir au pays, etc. Et je comprends qu'en fait, il y a un lien avec l'Afrique quand je rentre dans cette cuisine, il y a plus de 25 ans, tu vois. Je vois un truc qui me prend tout de suite. Et cette espèce de mixité-là, tu vois. Et je le garde, ce truc-là. Ouais. La bascule du bon côté, elle se fait à ce moment-là? Oui, totalement, parce qu'en fait, à l'époque, je parle pas comme je parle aujourd'hui, tu vois. Je suis un mec de quartier, et quand je parle, bah, c'est, tu vois. Ouais, c'est en wesh-wesh, vite fait. Wesh, wesh, tu vois. Et j'arrive, et quand j'arrive, je comprends que mon langage n'est plus bon. En tout cas, il n'est plus adapté à la situation. Ma manière de m'habiller n'est plus adaptée. Mes réflexes ne sont plus adaptés. Et donc, j'observe en fait leur manière de faire. Ce sont des gars du 16e, tu vois, des vieilles familles. Et donc, je comprends que, ah ok, quand on met la petite chemise comme ça avec le pantalon, tu vois, on a une autre allure.
Quand on se coupe les cheveux de cette façon, c'est comme ça. Quand on enlève ses boucles d'oreilles, c'est comme si, tu vois. Je comprends leur code. Et je change, je me transforme par rapport à ça. On arrive en 2011, mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé entre... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé malheureusement, ce qui se passe entre l'Auberge Bressan et 2011. 2011 où tu as 26 ans. Auberge Bressan, tu as quel âge à ce moment-là? Wow, j'arrive, j'ai 18, ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps-là? Ça, c'est la première fois qu'on me demande. Hein. Ah ouais, cravate bleue. Parce que j'ai pas trouvé. Comme ça, les prochains, au moins, ils auront l'info. Ouais. En fait, à ce moment-là, je suis à l'auberge. Je suis donc apprenti pendant 2 ans. Et après mon apprentissage, je travaille dans les différents restaurants de mes patrons. Tu vois. Et ils ont compris que je suis un élément qu'il ne faut pas forcément laisser sur place. Je suis extrêmement efficace parce que c'est comme ça. Parce que j'ai une espèce d'énergie qui est différente des autres, tu vois. On vient pas des mêmes endroits, donc moi, quand j'arrive, j'ai faim. J'ai la dalle, en fait. Donc, tu peux pas me... Tu vois, on n'est pas les mêmes. Donc, ils sentent que j'ai faim, que je suis hyper motivé et que je suis hyper efficace. Donc, ils me mettent dans les différents restaurants pour faire les différents remplacements des employés. Et très vite, ça se passe hyper bien. Et ils me mettent à disposition un scooter, un 125, et un appartement dans le 16e en face de chez Gérard Depardieu. Tu vois. Donc, je quitte ma banlieue pour habiter dans le 16e quartier d'Auteuil, en face de Paris. Ça, j'ouvre ma fenêtre, je vois Depardieu avec sa moto jaune et son casque qui rentre à minuit, fonce-dé, tu vois. Ouais. Et c'est ça ma vie à ce moment-là, tu vois. Et je kiffe ma life. Est-ce que les parents, ils sont fiers à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à en parler avec eux? Tu as pris déjà un peu plus de recul? Je commence, mais je reste quand même un immature, tu vois. Je reste un immature dans l'âme, donc à ce moment-là, même moi, je comprends pas, je enjoy ma vie, tu vois. Je gagne bien ma vie, j'habite le 16e, je suis un petit Renois, un peu j'habite avec ma meuf à l'époque, tu vois, pour moi, je suis le roi du monde, tu vois. Ah, tu kiffes ta vie. Je kiffe, je sors les soirs, je vais boire des coups, je suis là, je travaille dans Paname, je suis en scout, en rentrant chez moi, je passe devant la Tour Eiffel, tu vois, c'est dingue, hein, ça, à mon âge. C'est en 2011 que tu te révèles en lançant une carte originale qui te vaut tes premiers articles de presse. Ouais. Tu as 26 ans, mais après une brouille avec tes associés, le restaurant il ferme. C'est Africaza ou Casa? Comment ça se prononce? Je me suis posé la question. Africaza. Je me suis trompé dans les dates. Attends, je reviens juste un petit peu en arrière. Il y a eu le moment où je travaille chez mes patrons. Ensuite, je travaille au Georges V. Le Meurice. Au Meurice, dans des restaurants étoilés. Je vais travailler à Ibiza. Et je prends mes premières places de chef, etc. Et ensuite, il y a Africaza. Ok. Ouais, et ça met à peu près 10 ans, tout ça. Et comment on décide de lancer son resto? Est-ce que... En fait, je n'ai pas lancé ce restaurant, tu vois. Il y avait je suis contacté par un chasseur de tête qui cherche un chef pour un concept de restaurant afro. Donc, à l'époque, moi, l'afro, bon, j'ai ça intérieurement, mais j'ai jamais vraiment exploré ça, tu vois. Parce que quand je travaille dans ces restaurants gastronomiques, j'essaie de proposer parfois des produits africains, etc. Mais je sens que ça marche pas. Et la cuisine, c'est un métier où tu dois être extrêmement sincère. Tu donnes de toi. Et bon, bref, ça marche pas. Et donc, Africaza, quand ça commence, j'arrive en tant que chef. Donc, il y a les différents associés. Et ils sont beaucoup trop nombreux. À ce moment-là, ils ont du mal à eux-mêmes prendre des décisions. Ils ont un projet qui est extraordinaire, mais bon, à un moment donné, c'est compliqué. Et moi, je me positionne mal à ce moment-là. Je me positionne hyper mal. Tu vois, je gère pas très bien les commandes, je gère pas très bien les fiches techniques. Je suis très arrogant, tu vois. Je suis hyper arrogant, je suis prétentieux. Et je connais pas si bien que ça, au final, ce que je suis en train de faire. Tu vois, j'y vais à l'instinct comme ça. Mais il y a un gros manque d'humilité à ce moment-là. Mais c'est dingue que tu arrives à avoir du recul sur ça. Et que tu arrives à le dire aujourd'hui. Ouais, parce que j'ai pas le choix. Non, mais c'est pas tout le monde qui l'aurait dit. Il y en a qui t'auraient dit, bah, ça va pas marcher parce que ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher. C'est entièrement ma faute et ça va pas fonctionner. C'est même pas leur faute à eux, tu vois. Eux, ils ont leur tort. Et si le restaurant n'a pas marché, c'est de ma faute. Parce qu'à ce moment-là, je suis un petit con. Je suis vraiment un petit con, ce qu'on appelle un petit con. D'ailleurs, s'ils regardent, les gars, vraiment, je vous présente encore des excuses. J'étais immature. Et c'est à quel moment que tu te rends compte de ça? Qu'il y a la bascule, qu'il y a la prise de recul sur tout ça, sur ouais, j'étais un petit con. Sur là, c'est il y a pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans. Hein. Ok, avant ça, il n'y a pas de... Non, avant ça, non. Franchement, moi, je suis pas dans... À l'époque, j'étais pas dans la remise en question. J'étais dans l'action seulement. Fallait avancer, tu peux pas reculer, tu avances, tu te cognes, tu tombes, t'avances, tu te cognes. Et à un moment, à force de te cogner, ben, tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu commences à réfléchir sur toi, qui tu es, quelles sont tes failles, quelles sont tes erreurs. Et là, tu te regardes profondément
Et c'est là que commence ton voyage intérieur qui te permet, si tu le comprends, ce voyage-là, et si tu comprends tes erreurs, de devenir en fait la personne que tu dois vraiment être. Mais la seule condition en fait pour devenir un homme, c'est de comprendre tes erreurs et de les accepter. Et de les mettre, encore une fois, dans la case de l'expérience et pas forcément dans la case de l'échec, parce que l'échec te fait culpabiliser. Tu vois, et moi, je peux pas me permettre d'être dans la culpabilité parce que moi, je suis un gilet jaune, tu vois. Donc, en fait, je dois avancer. Donc, je comprends que, ok, ça fait partie de mon expérience, mais par contre, je vais essayer de plus jamais la recommencer après. Après Africaza, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Fricasa, à ce moment-là, je suis tellement prétentieux que je commence à envoyer des mails à toutes les boîtes de prod de Paris. À l'époque, c'est Canal+, Canal Street, euh, Yard et d'autres boîtes de prod. Il y avait une chaîne à l'époque qui s'appelait O5 et je leur envoie des mails et je leur dis, je vous enverrai un mail toutes les semaines tant que vous ne me répondez pas, parce que j'ai un profil particulier, parce que j'ai une cuisine particulière et je dois passer à la télé. Donc vous devez me prendre. Et donc j'envoie un mail toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Je les harcèle. Des mails mal écrits avec des fautes d'orthographe, sans dossier, sans vision, sans rien, mais j'envoie. Et un jour, il y a le Thibaut Pierrard, le patron de la boîte de prod Louac, qui vient au restaurant avec un contrat qui me dit pardon, franchement, c'était ok, j'ai vu ton mail, c'est bon. On s'est assis et puis là, à partir de là, j'ai été pris dans la seconde édition de l'émission Star Chef, qui est un peu l'équivalent de Top Chef dans toute l'Afrique. Ouais. C'est diffusé sur plus de 20 pays Ouais, africains. c'est Du coup, il y ça. a la notoriété aussi qui vient La notoriété, avec. catastrophe. Ah ouais, catastrophe la notoriété. Comment tu gères la notoriété, Mais toi? je gère pas le truc. C'est une catastrophe parce que je reçois des mails en fait d'Afrique, de différents pays que moi-même je ne connaissais même pas, tu vois, je suis encore un immature, tu vois, à ce moment-là. Et je pense que ce qui se passe là, c'est parce que je suis trop fort. C'est parce que tu vois, je suis un génie, quoi. Et donc à ce moment-là, bah, la notoriété arrive et je tombe dans tout ce que ça peut comprendre comme faille, tu vois. Euh, L'alcool, les femmes, les, le fait de se sentir, tu vois, les montres, les Rolex, tu vois, je suis un débile vraiment profond à ce moment-là, vraiment. Et à ce moment-là, est-ce que tu es toujours en transit entre l'Afrique et Paris? C'est à quel moment que tu décides de t'installer en Afrique, enfin d'être entre ces deux, Ouais. entre les deux pays, En fait, les émissions entre les deux passent. continents? Quand les émissions passent, tu vois, moi je suis encore en France, mais je me rends compte que, par exemple, au Cameroun ou dans les différents pays, j'ai des affiches de moi en 4x3 dans les villes, quoi, dans les différentes villes. Et je me dis, mais en fait, c'est dommage d'être en France alors que y a un truc qui se passe là-bas, vraiment. Je reçois des mails de jeunes que j'inspire et tout ça, mais ils savent pas à ce moment-là que je suis un débile profond. Ils savent pas, ils n'ont pas l'info. Et donc, il y a ça qui se passe. Et bon, avant d'aller en Afrique, je me dis, je vais quand même ouvrir un restaurant en France. Donc à ce moment-là, je crois que c'est 2014, 15, je crois, je contacte un musée par mail un soir et je leur dis, voilà, je suis chef, machin, j'ai envie d'ouvrir un restaurant dans votre musée, le musée Au d'Aper. musée d'Aper. Et là, j'ouvre le café d'Aper, Loïc Dablé, tu vois, dans ce musée-là. Et on a une presse incroyable. On a une presse incroyable, on fait un menu dégustation dans le musée, en cohérence avec les œuvres et les expositions. C'est une très très belle expérience, ouais. Et quand le musée, ça se passe mal avec le musée, parce que j'ai mal géré les choses encore une fois, le musée ferme. Et donc là, je me retrouve en galère, mais vraiment en galère, quoi, tu vois. Il me reste à peu près 10 ou 12 000 euros. J'essaie de prendre un avocat pour récupérer l'affaire qui m'en coûte 7. Et l'avocat ne fait que dalle. Je récupère pas mon restaurant, il me reste pas beaucoup. Et je suis là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends ma femme de l'époque avec les enfants et on se dit, ben, on va faire un tour d'Afrique, là où les gens me connaissent, et on va faire un peu comme un DJ. Je vais essayer de me faire booker dans différents endroits. African Food Art Tour. Exactement, c'est ça. Wow, fort, hein. Ouais, Ça, c'est ça. c'est renseigné Ouais, un peu. Et comment ça se passe du coup et là, tu t'implantes en Afrique, enfin, tu commences vraiment à découvrir le continent. Je suppose aussi, ouais, c'est tu as ça. une autre vision du continent. Comment ça se passe, l'Afrique? Ça représente quoi pour toi, l'Afrique? L'Afrique, dans un premier temps, ça représente uniquement une opportunité, pour être honnête. C'est uniquement une opportunité parce que, à ce moment-là, je ne connais pas l'Afrique, mais tout ce que je sais, c'est que l'Afrique peut me rapporter de l'argent. C'est ce que je sais au début. Et j'y vais, encore une fois, en prétentieux. Je viens, moi, le petit blanc, parce que là-bas, je suis un petit blanc. Je viens, moi, le petit blanc, vous montrer comment est-ce qu'on travaille. Et bien évidemment, avec cette approche-là, ça marche pas du tout. C'est une catastrophe. Je me plante encore plus avec les gens
je me comporte mal parce que j'ai un comportement de gars qui vient pour vous apprendre la vie, alors que c'est pas ça. Et donc, la première approche, c'est celle-là. En 2019, le restaurant Migration ouvre ses portes dans le Panaf en Côte d'Ivoire, un restaurant qui fusionne l'aspect environnemental et social du pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que le restaurant, il offre en parallèle une formation aux jeunes, aux femmes et aux anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour l'Europe et qui sont revenus. Comment ça te vient, cette idée? Moi, à cette époque-là, je suis chef d'un hôtel, le Pullman Abidjan. Je gagne, en tant que chef, je gagne 10 000 euros par mois, j'ai une voiture de fonction, vraiment j'ai une vie extrêmement confortable. Et mon ex-femme veut monter ce projet, moi j'ai pas envie de le monter, ça m'intéresse pas. Tu vois, j'ai pas envie parce que c'est un gros investissement et en fait j'ai envie de kiffer ma vie, tu vois. J'ai envie de kiffer, profiter de mon salaire, tu vois, m'acheter une voiture, j'ai envie de kiffer. Et donc elle arrive à me convaincre de le faire et donc je la suis et quand j'arrive sur ce projet, là, je prends une claque et je commence à comprendre la vie, tu vois. Je commence à comprendre parce que je rencontre des gens qui ont vécu des choses tellement brutales, tellement violentes, que forcément ça m'impacte et ça commence à rentrer dans mon cœur, tu vois. Et je prends l'exemple d'un Kassoum, qui était un des jeunes qu'on a formé, qui vient en formation, qui ne sait pas pourquoi il vient. Tu vois. Il vient là parce qu'il y a une opportunité. Et quand il arrive, au fur et à mesure de la formation, il m'explique un peu ce qu'il a vécu. Qu'il a vécu en Libye, la prison, la mer, ce qui se passe quand il prend la mer. Il a pris la mer 3 fois, il a vu des gens mourir devant lui, il a traversé le désert, il a bu parfois de l'eau de radiateur dans le désert pour survivre. Il y a eu tout ce qui s'est passé d'horrible. Et ce gars-là, quand tu regardes le blanc de son œil, tu vois en fait qui il est. Et quand tu vois ça, tu prends conscience de certaines choses. Et moi, il a fallu que ce soit brutal pour que je commence à prendre conscience. Et ça a été un projet extraordinaire qui m'a apporté humainement beaucoup, qui a commencé à me faire grandir et qui m'a psychologiquement affecté aussi. Parce que quand tu travailles avec des gens comme ça, tu comprends que la santé mentale, c'est un sujet. C'est un vrai sujet et qui n'est pas forcément abordé chez nous en tant qu'homme noir, tu vois. Donc, je sens qu'il y a des choses qui m'impactent, tu vois, j'en rêve, tu vois, je suis une éponge, je prends toutes leurs émotions, mais je les gère pas forcément, tu vois. Et je rentre dans une espèce de dépression, mais que je ne connais pas. Je suis pas bien, en fait. Je suis en dépression. Parce que j'aspire tous leurs trucs. Je prends toutes leurs énergies, je prends toutes leurs histoires et j'essaie de leur donner ce que je peux, mais je suis limité parce que c'est un métier, tu vois. Et c'est en ça que ce projet-là, en fait, est extrêmement important pour moi, extrêmement brutal aussi, parce que il remue beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est là où elle a eu la deuxième bascule. On peut dire que la première, c'est quand t'as ta seconde chance, et peut-être là, la deuxième bascule. Ouais, totalement. Et là, je regarde l'Afrique différemment. À ce moment-là, je commence à comprendre qu'en fait, je ne connais pas l'Afrique et il faut que j'apprenne et il faut que je sois beaucoup plus humble dans ma manière de faire, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à moi-même. Il faut que je sois humble et il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tenir en fait sur le long terme. Comment tu sors de cette dépression? Je vais voir des psys. Je vais voir des psys et je leur parle et puis à un moment, je comprends que dans ma vie, c'est le chaos et il faut en fait, il faut tout changer, tu vois. Il faut se regarder véritablement. Il faut assumer qui on est à un moment donné et il faut se dire, ok, bon ben là, ça va pas. Là, sur tel point, je suis une merde. Là, sur tel point, je suis pas efficace. Là, je suis un peu lâche. Là, je suis comme ci, là, je suis comme ça. Et tu regardes les choses comme elles sont, avec honnêteté, et tu prends le parti de régler. Et c'est extrêmement brutal. Parce que c'est un chemin que j'ai pas terminé. Hein. J'ai pas la prétention de dire que j'ai fini, tu vois. J'ai ne pas terminé, mais j'ai commencé. Et quand tu commences ça, ben, tu comprends que tu sais rien du tout. Tu comprends que tu ne sais rien, que tu as tout à apprendre et qu'au final, même si t'arrive des choses extraordinaires, tu n'es absolument pas responsable de ce qui t'arrive. La seule raison pour laquelle il t'arrive des choses, c'est le Très-Haut qui décide à un moment de te donner certaines choses. Et est-ce que tu les comprends ou est-ce que tu les comprends pas? Tu vois? Comment Loïc Dablé voit l'Afrique aujourd'hui? Quelle est ta vision sur le continent? Pour moi, l'Afrique aujourd'hui, je vois l'Afrique comme un enfant qu'on a violenté, tu vois, un enfant qu'on a violenté et qui commence à prendre conscience qu'il est fatigué de cette violence-là, qu'il est fatigué qu'on lui fasse du mal, tu vois, qu'il en peut plus et qui commence à se dire, ok, vous m'avez fait ça, ben vous allez comprendre et je vais vous montrer qui je suis vraiment. Je vais vous montrer qui je suis et je vais me réapproprier mon histoire et je vais vous raconter maintenant, moi, qui je suis avec ma perception. C'est comme ça que je vois l'Afrique aujourd'hui. Quelqu'un qui est en train de s'émanciper, qui est en train de grandir et qui prend les rênes de son destin.
Et comment Loïc Dablé, il voit la France aujourd'hui? Je vois la France comme une vieille dame. Comme une vieille dame, en fait, qui a fait beaucoup d'erreurs et qui tente de se rattraper, mais qui est bientôt sur le point de rentrer en maison de retraite et qui a beaucoup de regrets. Qui a beaucoup de regrets et qui regarde le passé avec beaucoup, beaucoup de regrets et parfois de nostalgie, mais beaucoup de regrets. Qui a fait de très belles choses, mais qui regrette encore beaucoup de choses et qui est obligé de s'adapter à ce nouveau monde, tu vois. Et comment tu vois la relation, du coup, France-Afrique? La relation France-Afrique, je la vois comme une relation un peu comme une relation, tu sais, comme ces couples qui vont au restaurant et qui n'arrivent plus à se parler, tu vois. Ils restent ensemble, en fait, pour les enfants, ou ils restent ensemble, en fait, pour des raisons, parce qu'ils ont une maison. Mais en fait, à un moment, il faut juste se séparer, tu vois. Il faut laisser chacun faire son chemin, parce que c'est la fin de l'histoire, quoi, tu vois. C'est la fin de l'histoire d'amour. Quand bien même, est-ce qu'il y a vraiment eu une histoire d'amour, tu vois, j'en doute. En tout cas, c'est la fin de l'histoire. Il faut que chacun puisse prendre son chemin pour grandir et devenir ce qu'il doit vraiment être. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui ambitionnent un jour d'aller en Afrique, de travailler en Afrique? Ce que je pourrais dire à un jeune qui a envie d'aller en Afrique, c'est de réfléchir à qui il veut être, d'abord. Qu'est-ce que tu veux être toi? Et qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ta vie? Et à partir du moment où tu sais vraiment ce que tu veux faire, va voir, va écouter, va comprendre. Ne fais jamais l'erreur au final de te dire que tu vas venir en apportant parce que c'est toi qu'on attend. Personne ne t'attend sur le continent, mais vraiment personne. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Gabon, peu importe, mais personne ne t'attend. Par contre, tu peux venir et comprendre et apporter aussi ce que tu peux, mais tu vois, dans l'assiette commune. Tu vois, un peu comme quand on mange un tiep en famille, tu vois, on mange tous dans le même bol. Ben, c'est la même chose, tu vois. Si tu peux apporter un peu de poisson, amène du poisson, on va manger, mais ne pense pas que tu vas venir nous apprendre à faire du tiep. Non, le tiep, on le mange déjà depuis longtemps, tu vois. Donc c'est ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut venir vraiment avec beaucoup d'humilité. Beaucoup, beaucoup d'humilité et une compréhension des gens et de la culture, parce qu'on a une culture, on a une vraie culture qui est hyper importante chez nous. Et il faut d'abord la comprendre, en fait, avant de penser venir révolutionner le monde. Loïc Dablé, il a fini de savoir qui il voulait être? Ouais, moi, je sais qui je veux être aujourd'hui. Moi, je refuse la souffrance. Je refuse la souffrance et j'ai compris que la spiritualité, ma spiritualité est plus importante que tout. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les choses fonctionnent vraiment pour moi. C'est que j'ai compris que je ne suis pas du tout aux manettes. Vraiment, je remercie Dieu tous les jours pour ce qu'il me donne et quand il m'offre une opportunité, je suis humble et je comprends que ça vient de lui. Et j'ai arrêté de penser que les choses venaient de moi et de ma super intelligence parce que je suis trop frais, parce que je suis trop... C'est pas là que ça se passe. C'est Dieu qui donne. Pour l'instant, tu le disais, on en parlait avant l'émission, tu es toujours en transit entre les deux pays, Ouais. la Côte d'Ivoire et la France. Est-ce qu'il y a pour objectif de s'installer définitivement et durablement dans l'un des deux? Oui, oui, moi je peux pas trop en parler, mais oui, forcément, ouais, forcément, parce que je me sens bien quand je suis au pays. Je me sens bien quand je suis à Abidjan, je me sens bien quand je suis au Cameroun. J'ai passé 9 mois au Cameroun dernièrement et c'était une expérience vraiment incroyable. Incroyable. Et je me sens bien quand je suis là-bas. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis maintenant, mes activités même m'obligent à ça parce que il y a l'activité au Cameroun, j'accompagne une fondation, la fondation Gacha à Bangoulap, au Cameroun toujours. Et il y a la production audiovisuelle qui prend de la place dans ma vie aujourd'hui. On produit une très belle émission en décembre qui s'appelle Hip Hop Loves Food sur BET. C'est la première émission que je produis et j'en suis tellement fier parce que c'est vraiment ce que je suis. Cette émission, je la produis à Abidjan, tu vois. Je la tourne à Abidjan. Elle va être diffusée en France, sur BET France, et c'est extraordinaire. Donc, toutes ces aventures-là, au final, qui se passent dans ma vie, me ramènent systématiquement sur le continent. Ouais, systématiquement. Donc, mes enfants sont en France, mais voilà, on est en réflexion encore. C'est de la logistique aujourd'hui. C'est ça le plus compliqué. Ouais, c'est ça. Quel est le regard des gens qui t'entourent sur ta personne, sur ce que t'es, sur ce que tu deviens, que ce soit tes parents, les autres quel est le regard quand on prend du recul et ceux qui t'ont connu notamment quand t'étais un peu plus jeune et fougueux, Ouais, ils franchement, disent quoi de Loïc aujourd'hui? comment le dire? Ce que les gens disent, c'est que vraiment, je suis béni. Parce que ce qui se passe dans ma vie, c'est pas logique, c'est pas rationnel. Tu vois?
que moi je produise une émission, que je crée une société tout seul, que j'arrive à signer les contrats que je signe, que je fasse ce que je fais, que je vive ce que je vis, que je rencontre la femme que j'ai rencontrée. Tu vois, euh, le- c'est pas rationnel. C'est pas, tu vois, c'est pour ça que je prends rien personnellement. Je me dis pas que c'est moi parce que le regard qu'on peut avoir sur moi, c'est waouh. Mais comment ça se fait? Tu vois, ce n'est pas logique. Tu vois, j'ai reçu par exemple par le président de la République de Côte d'Ivoire le prix d'excellence du meilleur Ivoirien de la diaspora, avec un chèque de 10 millions de francs CFA. Tu vois, ça, ce n'est pas normal. C'est pas, tu vois, je suis cuisinier quoi. Tu vois, que moi, on me remette un prix parce que j'ai ouvert un restaurant dans Paris devant des gens comme Didier Drogba ou Tidiane Thiam ou des gens qui sont des choses, qui ont fait des choses très concrètes devant même des chercheurs ou des, c'est pas rationnel. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est vraiment Dieu t'aime quoi. Il y a une lumière. Au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'on dit à un jeune aujourd'hui qui veut se lancer dans la cuisine, mais qui a des appréhensions parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi cette vision autour de la cuisine, surtout quand on est issu de certains milieux où c'est pas un métier pour homme, quoi, c'est Mhm. pas un homme de faire ça. Qu'est-ce que tu dis à un jeune qui hésite et qui veut se lancer? Pour moi, je dirais la même chose que quelqu'un qui veut se lancer pour devenir plombier, par exemple. Tu vois, je pense que le métier, c'est pas le métier le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce que tu veux être déjà toi en tant que personne, tu vois. Et si tu veux être un très bon employé, ok, y a pas de problème. Tu vas pouvoir être un très bon plombier, un très bon cuisinier, un très bon infirmier. Mais quelle est ta vision? Est-ce que tu veux être un ouvrier ou est-ce que tu veux développer une entreprise par rapport à l'expertise que tu as apprise? Tu vois? Et quand tu changes ta perception du métier que tu as appris, bah, ça change tout. Tu vois? Est-ce que tu acceptes de souffrir ou pas? Moi, je me suis dit, en fait, j'ai appris ce métier, mais je ne veux plus souffrir, en fait, dans une cuisine. Tu vois, moi, je refuse. C'est catégorique. Et donc, j'adore ce métier, mais je préfère mettre en place des restaurants, les piloter et faire en sorte que les gens qui travaillent avec moi souffrent le moins possible, en fait, dans mes cuisines. C'est plus comme ça que je vois les choses. Comment il se sent Loïc Dablé aujourd'hui dans la société? Moi, comment je me sens? Je me regarde ma vie, frangin. C'est-à-dire que je me tatoue même les doigts. C'est-à-dire que je C'est le suis, signe d'un homme qui n'a pas de problème. c'est-à-dire que je suis dans un espèce d'épanouissement total. Vraiment, je me sens citoyen du monde, je me sens pas français, je me sens pas africain, je me sens pas américain. Je suis moi et j'arrive en fait à fonctionner dans différents types de mondes, différents types d'univers. Je rencontre des gens extraordinaires tout le temps, parce que je suis totalement ouvert, parce que j'accepte mes erreurs et mes failles, etc. Et je me sens vraiment béni, béni et heureux de vivre ce que je vis aujourd'hui. J'ai beaucoup de chance, franchement. Je remercie. Je parle beaucoup de Dieu et ma spiritualité parce que ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ouais. C'est quoi la suite pour Loïc Dablé? La suite, c'est continuer d'éviter la souffrance. C'est vraiment ça. Donc, on met en place des super projets pour s'épanouir dedans, pas juste pour l'argent. Quand on met en place des projets aujourd'hui, c'est pas pour, on se dit pas, l'objectif c'est d'avoir 100 millions de francs CFA. C'est pas ça. Bien évidemment, ça rapporte de l'argent, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce qu'on met en place puisse nous rendre le plus heureux possible. Tu vois, aujourd'hui, on a pour projet de produire une série, un truc qui n'a rien à voir avec mon métier, tu vois, de cuisinier de base, mais je produis une série qui a pour but de mettre en valeur les, les femmes noires comme elles sont aujourd'hui, parce que je trouve qu'elles sont sous-représentées. Et cette série-là, qu'on produit, elle est juste extraordinaire, parce que c'est ma femme, ce sont mes sœurs, c'est ma mère, qui sont inexistantes à l'écran, en fait, en France et dans l'univers francophone d'une manière générale. Des femmes qui sont belles, qui sont respectueuses, qui ont des travails, qui ont des maris, qui ont des vies tout à fait normales, qui sont pas forcément voilées, qui sont pas forcément des filles comme on peut même s'imaginer, tu vois, qui sont brillantes, extraordinaires. Toutes ces femmes-là, il faut qu'on les valorise, il faut qu'on les voit, toutes ces femmes, toutes nos sœurs-là, qui sont pas forcément ce qu'on peut penser d'elles, qui sont pas forcément énervées ou en colère ou frustrées, qui sont hyper heureuses, qui bouffent dans des super restos, qui vont dans des super bars, qui sont hyper bien habillées, qui sont, tu vois. Et il faut qu'on les voit, toutes ces frangines-là. Il faut qu'on les voit. Donc, c'est Elles ce qu'on sont fait. invisibilisées? Alors, je sais pas si c'est une volonté politique, mais en tout cas, on ne les représente pas suffisamment et encore moins de la bonne manière. Je ne supporte pas, en fait, ce qu'on voit parce que j'ai envie qu'on voit. Moi, j'ai une femme qui est dans ma vie qui est extraordinaire. Et ce type de femme-là, on les voit pas. Tu vois.
On les voit pas parce que je pense que ça peut être dérangeant, quoi. Tu vois, elle mange dans des super restos, elle voyage tout le temps, elle voyage en business, elle est habillée, t'as mal à la tête, elle est brillante, tu vois, tu vois, mes sœurs, pareil, elles sont extraordinaires, tu vois, mais on les voit pas. Par contre, aux États-Unis, on les voit, Ouais. ces femmes-là, tu vois. Moi, je trouve ça absurde, en fait, qu'on voit pas ces gens-là, ces genres de profils-là. C'est pas normal. Donc, ouais, avec ma boîte de prod, en fait, on travaille sur la représentativité positive des minorités. Ça s'appelle Afronomie. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est vraiment travailler sur ce qu'on est, sur nos représentations aujourd'hui. Qu'est-ce que Loïc Dablé a toujours voulu dire à travers sa cuisine? Regardez-moi. C'était ça que je voulais dire, en fait. C'était regardez-moi, regardez-moi, parce que j'avais besoin qu'on me regarde. Tu vois, j'avais besoin qu'on me considère, parce que je pense qu'à ce moment-là, je ne m'aimais pas tant que ça. Tu vois, j'avais pas beaucoup d'amour propre, peut-être, aussi. Et je pense que c'est pour ça que je me détache petit à petit de mes cuisines, parce que j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. J'ai plus besoin qu'on me regarde, qu'on m'aime. Ça va. Donc c'est pour ça que je vais sur la prod, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de mettre en valeur les autres. J'ai besoin qu'on nous raconte, qu'on se raconte nous-mêmes, qu'on raconte nos histoires, qu'on reprenne qui on est, tu vois. Donc j'ai besoin de me mettre derrière la caméra pour raconter des choses avec mon point de vue. Et c'est ça. Finalement, t'en es revenu à tes premiers amours, la vidéo. Mais c'est ça, hein. Ça me rappelle, tu sais, je me rappelle le rendez-vous avec la conseillère d'orientation en fin de troisième, où j'avais dit je veux faire de la cuisine et de la vidéo, et elle m'a dit la cuisine c'est mouais. Je me rappelle du mouais qu'elle a dit, cette dame. Sorcière. Elle Ouais, m'a c'est dit un mouais. conseiller d'orientation. C'est terrible. Elle m'a dit mouais, et la vidéo, elle m'a dit ça, c'est pas un métier, hein. Vidéo, photo, elle m'a envoyé un BEP bioservice. Si je pouvais retrouver cette dame un jour, je lui dirais regarde, en cuisine, j'ai réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, avec rien, et aujourd'hui avec la vidéo, tu m'as dit que c'était pas un métier, regarde, je suis le plus gros producteur de BET aujourd'hui en France, tu vois, et t'as eu tout faux. Et en fait, peut-être la vision que tu avais de toi-même, en fait, était pas bonne. Mais par contre, tu n'avais pas le droit, en tant que personne, de me faire croire que mes rêves étaient inaccessibles. Ça, pour moi, c'est un crime. C'est un crime parce que si elle me l'a fait à moi, elle l'a fait à plein d'autres. Et il y a plein d'autres qui n'ont pas pu prendre, en fait, leur destin en main. Mais moi, j'ai eu la chance, parce que je suis béni, de pouvoir faire ce que j'ai eu envie de faire vraiment. Tu vois, et ouais, c'est ce que je lui dirais à cette dame-là, là. Le mot de la fin, ce serait ça, croire en ses rêves. Ouais. À tous les jeunes qui nous écoutent, qui sont un peu perdus, qui sont un peu dans cet entre-deux, je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, etc. Ouais, il faut surtout vraiment, souvent les gens disent de jamais lâcher l'affaire, mais c'est vraiment réel, quoi. C'est vraiment, à un moment donné, quand t'es fatigué, que t'as envie de lâcher, mais vraiment ne laisse pas. Parce que c'est ce moment-là, là où tu te dis que tu vas laisser, qui va se passer le truc qui est magique. Si dans ton cœur, il y a du bon. Ouais. Bah, le message, il est passé. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci beaucoup. Profond, inspirant. Ouais, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. On va finir avec un jeu. Là, on finit en détente. Je vais te commencer des débuts de phrases. Et l'idée, c'est que tu finisses les phrases avec soit un mot, soit un prolongement de phrase. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, bah oui. Ok. La cuisine, pour moi, c'est l'amour. L'Afrique culinairement est extraordinaire. Quand on goûte mes plats, je veux qu'on soit ému. Mon plat de la Hesse, c'est purée. Il y en a deux. Il y a... Oh, purée. Le plat de la Hesse, c'est Aloco sardine. Ok, ah ouais. Ouais, surprenant le mélange. Ouais, Aloco sardine à la tomate. Et à Abidjan, c'est garba, poisson frit et attiéké. Excellent le garba. Pour ceux qui sont jamais allés en Côte d'Ivoire, franchement, il est meilleur que celui qu'on fait en France, forcément, mais je vous y invite. Mon plat préféré, c'est les plats faits avec amour. Pour les préparer, il faut de l'amour. Si je devais me faire tatouer un plat, ce serait Si je vais me faire tatouer un plat, ce serait... J'ai tellement de tatouages, je sais même pas lequel je devrais... Je sais pas, ce serait peut-être... Non, je pourrais pas. Je pourrais pas parce qu'en fait, pour moi, chaque plat qui arrive est une émotion supplémentaire, quoi.
Donc, j'ai même pas de plat préféré. C'est à chaque fois des surprises. J'aimerais dire à ma femme actuelle qu'elle est extraordinaire et que je l'aime. J'aimerais dire à mes enfants que... Hier, j'ai offert des fleurs à ma fille et je lui ai offert un collier pour son anniversaire. C'était ses 8 ans. J'aimerais dire à mes enfants, c'est ça la question, hein, ouais. qu'ils peuvent tout faire dans la vie, qui sont extraordinaires, qui sont incroyables et que je les aime du plus profond de mon cœur. Le message est passé, on lui souhaite un joyeux anniversaire un peu en retard. Joyeux anniversaire à elle. Et pour finir, j'aimerais dire à Tanguy Le Gall que c'était un enfoiré. mais qui m'a beaucoup appris. Bah, merci beaucoup Loïc, toi aussi tu nous as beaucoup appris aujourd'hui, c'était un échange comme je le disais précédemment passionnant. Merci. Donc merci à toi d'être venu, on remercie également Léonard qui était à la réalisation audio de cette émission, Jay qui était à la réalisation vidéo, madame la conseillère d'orientation, c'est bien un métier d'être derrière la caméra et c'est pas le plus facile en plus. On vous remercie vous, auditeurs, auditrices qui nous avez écoutés durant ces 52 minutes. Cette émission bien évidemment elle est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe. Et elle est également disponible sur YouTube par le biais de Dieu encore une fois. Comme je vous le disais, merci à vous, passez une belle soirée. Et également disponible sur monparisfm.com, faut pas que j'oublie, sur monparisfm.com et l'appli Mon Paris FM qui est téléchargeable sur App Store et Play Store. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un parcours encore inspirant. Mon Paris FM.